Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'Active Directory. C'est vrai que pour le moment sur ma chaîne on retrouvait principalement et voire que des vidéos sur la vulgarisation sur des vulnérabilités web. Néanmoins dans la cybersécurité, les vulnérabilités web c'est qu'une petite partie. C'est pourquoi suite à un petit sondage sur X, je me suis rendu compte que faire des petites vidéos sur la vulgarisation des vulnérabilités concernant l'Active Directory, ça pouvait être clairement intéressant. Du coup en découle aujourd'hui ma première vidéo sur l'Active Directory. Dans cette vidéo, on va vraiment voir la base des bases, on va poser les fondations. Alors si déjà vous êtes calé en Active Directory, la vidéo va pas forcément être utile. Néanmoins, c'est toujours important de faire une petite révision, je pense, de ce que c'est l'AD. Et je voulais vraiment faire cette vidéo pour que la série sur l'Active Directory se suffise à elle-même, même si je sais qu'il existe déjà des vidéos sur ce que c'est l'AD sur Internet. Voilà, je voulais vraiment avoir une série avec ce que c'est l'AD et ensuite toutes les vulnérabilités qui en découlent. Sans plus tarder, let's go! Premièrement, pour bien comprendre ce qu'est un Active Directory et son utilité, on va faire une petite étude de cas. Imaginez-vous administrer un réseau de petites entreprises avec genre seulement 5 utilisateurs et on va dire 5 employés. Dans un si petit réseau, on peut probablement configurer chaque PC séparément sans problème. Donc on va se connecter manuellement à chaque PC, on va créer les users sur chaque PC, on va effectuer les configurations spécifiques pour chaque utilisateur et chaque PC. Et puis voilà, c'est super. Néanmoins, même si cela semble viable pour du coup 5 PC, on va supposer que l'entreprise d'un coup, bam, elle grandit et on a désormais 157 PC et 320 users. Est-ce que c'est toujours viable de faire ça? Je pense que vous savez très bien que non. Donc pour surmonter cette limitation, on va pouvoir créer en fait un domaine Windows. En termes simples, un domaine Windows, c'est un groupe d'utilisateurs et d'ordinateurs sous l'administration d'une entreprise donnée. Je dirais même un groupe d'entités, pas seulement PC et user, mais aussi plusieurs entités. L'idée principale d'un domaine Windows, c'est de centraliser l'administration des composants communs d'un réseau informatique Windows dans un référentiel unique appelé Active Directory, donc souvent on appelle ça un AD. On va retrouver plusieurs points dans cette vidéo, ici une petite liste rapidos, mais déjà on va parler un petit peu de LDAP, donc le système d'annuaire des ressources. On va aussi parler du système d'authentification à travers Kerberos et NTLM, et on verra aussi le système de résolution de nom, donc DNS. On va voir ça et bien sûr plein d'autres choses parce que l'Active Directory c'est très dense. Cette vidéo elle va forcément être un peu exhaustive parce que s'il fallait couvrir toutes les fonctionnalités de l'AD, j'en aurais pour une vidéo de je sais pas 3-4 heures. Donc voilà. Il y aura forcément des petits passages rapides sur certaines parties, mais quand je parlerai d'une vulnérabilité, par exemple typiquement si je parle de l'exploitation de certificats, je pense que je referai un point sur la DCS. Ici on va pas forcément trop en parler. Bref, je vais pas vous perdre, on va directement rentrer dans le vif du sujet en parlant un petit peu de l'ADDS. Alors ADDS c'est pour Active Directory Domain Service. C'est un service qui agit comme un gros catalogue en fait, contenant les informations de tous les objets qui existent sur le réseau. Donc par exemple, par objet, il faut comprendre utilisateur, groupe, machine, partage et autres. On va en passer quelques-uns en revue. Let's go! Premièrement, les utilisateurs, ça constitue l'un des types d'objets les plus courants dans Active Directory, je pense que vous vous en doutez. Les users, c'est un objet qu'on appelle Security Principal ou principe de sécurité, ce qui signifie qu'ils peuvent être identifiés par le domaine et du coup se voir attribuer des privilèges sur des ressources telles que des fichiers, des imprimantes ou des partages. On parlera bien sûr des mécanismes d'authentification par la suite. Chose importante à savoir, les users peuvent être utilisés pour représenter deux types d'entités. Premièrement, des personnes, donc juste un employé de votre organisation, donc assez logique. Et enfin, des services. Donc certains users seront utilisés comme des services comme 2IS, donc ça c'est le service web, ou MS SQL, donc pour les bases de données SQL. Chaque service nécessite l'exécution d'un utilisateur, mais les utilisateurs du service sont différents bien sûr des utilisateurs réguliers, car ils n'auront que les privilèges nécessaires pour exécuter leur service spécifique. Par exemple, MS SQL, s'il est bien configuré, il aura que les droits d'exécuter SQL en fait. Bien, maintenant que les users c'est assez clair, on va passer un petit peu aux machines, une autre entité. Les machines, c'est pour chaque ordinateur qui rejoint le domaine, l'AD va créer un objet machine. À savoir que tout comme les users, les machines sont aussi considérées comme des sécurités principales et donc se voient attribuer un compte comme n'importe quel utilisateur régulier. Donc on a du coup un compte user pour une entité user, mais aussi pour chaque machine, on a un compte machine. Ce compte, il a des droits quelque peu limités au sein du domaine, c'est assez logique. Aussi, ils ne sont pas censés être accessibles, mis à part par la machine elle-même. On n'est pas censé se connecter avec le compte machine à sa session. Le MDP de ces comptes, pour que justement ils ne soient pas forcément accessibles, ils sont automatiquement générés
et sont composés de 120 caractères aléatoires, donc c'est un peu compliqué pour les craquer. Alors sur l'AD, pour identifier un compte machine, c'est assez simple. C'est tout simplement le nom de l'ordinateur suivi d'un $. Par exemple, pour une machine nommée FrancoPC, le compte machine sera FrancoPC $, tout simplement. C'est cool tous ces objets, mais comment les gérer? Il n'y a pas un moyen de les regrouper. Et bah si, tout simplement, les security groups ou groupes de sécurité sous Active Directory, ce sont des objets de gestion des users et PC. Ils sont principalement utilisés, je pense que vous en doutez, pour simplifier la gestion des autorisations et des accès aux ressources réseau, tels que du coup des fichiers partagés, des imprimantes, des dossiers, etc. On retrouve des groupes par défaut, comme le fameux groupe admin domaine, qu'on appelle aussi DA pour domaine admin, ou encore domain user, un groupe qui inclut du coup tous les comptes users du domaine. Il y a pas mal d'autres groupes par défaut. Alors les groupes de sécurité, c'est assez pratique, néanmoins, il faudrait un moyen pour organiser les utilisateurs d'un même pôle entre, par exemple, faire un groupe développeur pour seulement les développeurs. Comment on peut faire ça? Eh bien, avec les Organizational Units, donc OU ou Unité d'organisation en français. C'est une composante hiérarchique dans Active Directory. Elle est utilisée pour organiser et gérer les objets tels que des users, des groupes, des ordinateurs et des ressources au sein de l'annuaire Active Directory, donc c'est assez large. Les OU, elles permettent en fait de ranger les objets user machine en petites unités et de leur attribuer en fait des droits qu'on appelle GPO. On passera sur les GPO par la suite. Alors une question que peut-être vous vous posez maintenant, c'est quelle est la différence entre du coup un security groups et une OU? Parce qu'en fait, dans les deux cas, on a un espèce de groupe où on peut stocker des users ou des entités et on peut aussi leur attribuer des droits. Eh bien, comprenez que si notre Active Directory, c'est un système de fichiers, alors les security groups, ce sont des fichiers, et les OU, ce sont des dossiers. Donc ça veut dire que dans ces dossiers, on retrouve aussi bien les entités user machine que les security groups. Du coup, il est beaucoup plus simple d'appliquer une politique de sécurité à un dossier comprenant du coup ces fichiers, donc ces fichiers security group, machine user, plutôt que du coup appliquer fichier par fichier chaque politique. Dernier point, il faut garder en tête que les politiques que l'on peut attribuer aux OU et aux groupes de sécurité ne sont pas les mêmes et ne s'appliquent pas aux mêmes entités. Encore une autre différence du coup qui sépare les OU et les groupes de sécurité. Par exemple, on peut donner des droits sur un share, un dossier, un fichier via les groupes de sécu, mais pas via une OU. Voilà pour faire simple, pour la petite différence, j'espère que j'ai été assez clair. Pour l'instant, je vous ai parlé du coup des GPO et des ACL, mais je ne vous ai pas forcément défini ce que c'était, vous inquiétez pas, je vais le faire maintenant. Les GPO pour Group Policy Object ou objet de stratégie de groupe, ce sont simplement un ensemble de politiques pouvant être appliquées aux OU. Je pense que vous en doutez parce que j'en ai parlé juste avant. Ces stratégies, du coup, elles sont destinées aux users et aux ordinateurs. En ouvrant, du coup, le Group Policy Management, on peut observer en fait la hiérarchie complète d'OU. On peut ainsi en créer et voir nos GPO dans l'onglet, du coup, Group Policy Object. Ici, par exemple, à l'écran, le scope qu'elle concerne, la configuration dans Settings, etc. Il faut savoir que les GPO sont distribués via le share sysvol qui est stocké sur le domaine controller. Tous les users du domaine y ont accès afin de se synchroniser avec les GPO les concernant, ce qui est assez logique. On peut aussi les modifier simplement, comme vous pouvez le voir à l'écran. Par exemple, ici on ajoute lock screen à domaine racine. Si l'on modifie une GPO du domaine racine, alors ces GPO prendront aussi effet sur les autres OU sous-jacentes par principe de délégation. Je parlerai de la délégation juste après avoir abordé les ACL et ACE. Let's go. Alors, une ACL pour Access Control List et une ACE pour Access Control Entry, ce sont encore des moyens de gérer et contrôler l'accès aux ressources. Donc, entre groupes de sécurité, GPO et ACL, ACE, il y a vraiment beaucoup de moyens de gérer la sécurité, mais chaque chose est différente puisque chaque manière, donc une ACL, une GPO et un groupe de sécurité ne va pas gérer la même chose en fait. On n'a pas vraiment de redondance sur la sécurité, tout va se complémenter, donc c'est assez intéressant. Une ACL, c'est une liste qui spécifie les autorisations ou les règles d'accès pour un objet spécifique tel qu'un fichier, un répertoire ou une ressource réseau. Elle contient du coup généralement une liste d'entrées, chacun définissant une règle d'accès pour un utilisateur, un groupe de users ou d'autres entités. Généralement, en fait, les ACL elles vont être utilisées pour définir finement les droits d'accès aux ressources en fonction des critères spécifiques. Ensuite, on retrouve les ACE, donc qui un petit peu découlent, qui sont liés aux ACL, pour Access Control Entity. Une ACE, en fait, c'est tout simplement un élément individuel au sein d'une ACL, donc une ACL, c'est composé de plusieurs ACE. Chaque ACE contient du coup une règle sur une seule autorisation ou règle d'accès. Et une ACE par exemple typique comprend les éléments tels que l'identité de l'utilisateur,
donc ça peut être un user ou un groupe, à laquelle s'applique du coup la règle, les autorisations qui vont être spécifiques pour du coup cette entité, par exemple lecture, écriture, exécution sur tel ou tel fichier, et éventuellement des conditions ou des restrictions supplémentaires. Encore une fois, on va répondre à la question, quelle est la différence entre une GPO et une ACE, parce que c'est relativement similaire en fait. Eh bien, pour les ACL et ACE, puisqu'elles sont liées en une ACL, c'est plusieurs ACE, on va plutôt les utiliser dans un contexte de droit sur une ressource, et du coup attribuer tel ou tel droit, donc lecture, écriture, exécution, sur cette ressource. Ça permet en fait de personnaliser des droits sur une entité. À l'inverse, du coup, les GPO, elles concernent principalement l'Active Directory, elles permettent juste en fait de définir des politiques beaucoup plus larges sur un groupe d'entités. Et du coup, c'est beaucoup moins granulaire que des ACL/ACE. Donc si on récapitule un petit peu, on a du coup les groupes de sécurité qui sont des groupes by default dans Windows. On peut ensuite créer du coup des OU qui sont par exemple des groupes, un groupe dev, un groupe managérial, un groupe cybersécurité. On va pouvoir appliquer à ces groupes des GPO qui sont des sécurités déjà définies dans Windows. Et si jamais on veut être un petit peu plus granulaire sur une personne qui est dans l'OU développeur, on va pouvoir utiliser des ACL pour lui dire sur ce share-là, il a le droit que de écrire et lire, il n'a pas le droit d'exécuter les fichiers, etc. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair sur toute cette partie. Maintenant, on va parler de délégation. C'est un principe simple, mais qu'il faut bien comprendre parce qu'il y a pas mal d'abus, de mauvaises configurations qui découlent de cela. Donc, on a l'OU Management et ensuite, hiérarchiquement, au niveau N-1, on a les OU Sales, IT et Marketing. Donc, si l'on ajoute une GPO à l'OU Management, cette GPO affecte directement les OU qui sont N-1, donc Sales, IT, Marketing, par principe de délégation. Donc la délégation, elle ne concerne pas seulement les OU, mais aussi Kerberos. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur la délégation Kerberos, car ce sera le sujet d'une vidéo entière, je pense. Et puis je parle de Kerberos, mais je n'ai pas forcément encore expliqué ce que c'est, donc let's go. Kerberos, c'est l'un des protocoles utilisés pour l'authentification sur Windows, et surtout Active Directory. C'est le protocole par défaut sur tous les domaines récents. Un autre protocole d'authentification, dont nous parlerons bien sûr aujourd'hui, c'est le protocole NTLM. NTLM, c'est un protocole aussi d'authentification qui existe sous deux versions, NTLM V1 et V2. NTLM, par définition, c'est un vieux protocole qui est encore conservé à des fins de compatibilité, bien qu'il est obsolète. On va voir un petit peu en détail tout ça pour mieux les comprendre. Alors, l'authentification via protocole NTLM, il fonctionne grâce au principe de challenge-réponse. Je vais revenir dessus dans les grandes lignes. Si jamais vous voulez vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à checker les sources et surtout le blog de Pixis, dont je me suis inspiré pour écrire cette vidéo, qui est super complet. Le serveur, du coup, va vérifier que l'utilisateur connaît le secret du compte avec lequel il s'authentifie. C'est assez logique, sans pour autant faire transiter le mot de passe sur le réseau. C'est ce qu'on appelle une preuve à divulgation nulle de connaissance. 3 étapes composent cet échange. Premièrement, on a la négociation. Le client indique au serveur qu'il veut s'authentifier auprès de lui. Ensuite, on a le challenge. Le serveur envoie un challenge au client. Ce n'est rien d'autre qu'une valeur aléatoire de 64 bits qui change à chaque demande d'authentification. Et enfin, on a la réponse. Donc, le client chiffre le challenge précédemment reçu en utilisant une version hachée de son mot de passe comme clé et renvoie cette version chiffrée au serveur avec son username et éventuellement son nom de domaine. Par la suite, le serveur du coup possédant le challenge envoyé au client et la réponse de ce dernier chiffrée avec son secret, le serveur peut tout simplement vérifier la validité de la réponse et du coup authentifier le user. Alors vous allez me demander pourquoi du coup NTLM c'est obsolète, parce que vu comme ça c'est pas si grave, enfin je veux dire le mot de passe c'est le hash du mot de passe, je comprends pas trop. Et bien tout simplement parce qu'en fait la version hachée du mot de passe, aussi appelée HNT, c'est juste le résultat de la fonction MD4 sans cell. Sauf que le hachage MD4, il est plus considéré comme sûr, car il est possible de générer des collisions avec un nombre d'opérations de l'ordre de 2 puissance 8 opérations, ce qui est clairement faible, et rend les hashes NT non sûrs. Donc arrive Kerberos, un protocole un peu plus sûr. Kerberos est un protocole qui fonctionne avec un autre système que le challenge réponse. En effet, un user va chercher à utiliser un service exposé sur le réseau, très important le système de service, sans pour autant envoyer son mot de passe ou que le serveur qui du coup a le service ne le connaisse. Pour ce faire, Kerberos va utiliser une authentification centralisée avec 3 entités. Premièrement, nous, donc le client, l'ordinateur, l'utilisateur, enfin vous avez compris. Deuxièmement, la machine proposant le service souhaité. Par exemple, si on cherche à accéder à SQL, on va aller taper la machine qui héberge le service SQL, assez logique. Et enfin, le KDC pour qui
Distribution Center, qui est en fait le DC, c'est un service du domaine contrôleur, et qui est composé de plusieurs services. On le verra au fur et à mesure qu'on va décrire comment se passe l'authentification Kerberos. Sans plus tarder, on est parti. Premièrement, comme je vous l'ai dit, on souhaite accéder à un service. Pour faire cela, on va commencer par demander un ticket TGT. Alors il y aura beaucoup d'acronymes, je mettrai normalement à l'écran tout ça. Je vous conseille potentiellement de les noter. On va demander du coup un ticket TGT. TGT c'est Ticket Granting Ticket au KDC, donc au Key Distribution Center. Pour l'instant, pas trop compliqué. Pour faire cela, on envoie son username ainsi qu'un timestamp chiffré avec le hash de notre mot de passe. Le KDC, il a aussi une copie, ça tombe bien, du hash de notre mot de passe. Du coup, il l'utilise pour déchiffrer la timestamp qui est chiffrée. Si le déchiffrement il fonctionne, alors le username à l'intérieur de la timestamp match le username qu'on a envoyé et du coup notre identité elle est ainsi vérifiée. Alors c'est pas aussi simple, il y a encore pas mal d'autres étapes puisque par la suite le KDC il va retourner deux choses. Premièrement un ticket TGT chiffré avec le hash du mot de passe du compte KerbeTGT. Alors le compte KerbeTGT en fait c'est le compte du service Kerberos, voilà tout simplement. Et il va aussi nous renvoyer du coup en plus du ticket TGT une clé de session TGS pour Ticket Granting Service qui va être utilisée pour la communication pour la prochaine étape et qui va être aussi chiffré avec le hash de notre mot de passe. Gardez en tête que le TGT a aussi une copie de notre clé de session TGS à l'intérieur parce que ça sera important pour la suite. Maintenant que l'on a un TGT, on souhaite un service ticket qu'on appelle ST qui provient du coup du TGS, Ticket Granting Service, pour s'authentifier au service souhaité. J'espère que pour l'instant, c'est OK, on continue. Du coup, pour obtenir notre ST, notre service ticket, on va envoyer trois choses. Premièrement, le TGT avec la clé de session TGS que l'on a obtenue auparavant, un authentificateur, ça c'est important, on le reverra par la suite, qui est comme un challenge pour vérifier notre identité et il est chiffré avec la clé de session TGS. Donc voilà, encore une fois, l'importance de la clé de session TGS. Et enfin, le SPN pour Service Principal Name, je sais ça fait encore un acronyme, qui est en fait le nom du service cible. Donc en fait, si on veut aller taper SQL, ça peut être par exemple SVC SQL ou SVC MS SQL. Donc le SPN, c'est tout simplement ça. Maintenant, hop, on envoie ça. Le TGS, donc Ticket Granting Service, va d'abord déchiffrer le Ticket Granting Ticket qu'on a obtenu auparavant. Ce dernier était, je vous le rappelle, chiffré avec le hash du mot de passe du compte KerbeTGT. Donc du coup, tranquillement, il peut le déchiffrer sans problème. Il trouve la clé de session à l'intérieur qui permet du coup de déchiffrer aussi l'authentificateur. Puis, une fois cela fait, TGS compare le contenu du TGT avec les valeurs à l'intérieur de l'authentificateur. En gros, il va check si c'est le même username par exemple. Parce qu'en gros, il a deux choses différentes. Si les deux usernames matchent, alors c'est super, on a une requête TGS qui est valide. Du coup, le KDC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tranquillement nous renvoyer un service ticket, un ST, qui est chiffré avec le mot de passe du compte de service cible. Donc ici, il va être chiffré avec le mot de passe du compte MSSQL, du compte service MSSQL, et contient plein d'infos, comme je vous mets à l'écran. On a maintenant du coup obtenu un service ticket qui est un petit peu le Saint Graal. On envoie du coup ce service ticket ainsi qu'encore une fois un authentificateur. Le service ticket est bien sûr chiffré avec le hash de notre mot de passe et l'authentificateur avec la clé de session contenue dans le ST. Donc du coup maintenant le service tranquillement il va pouvoir déchiffrer le service ticket, il va trouver à l'intérieur la clé de session et les infos comme notre nom et plusieurs choses. Il va faire la même chose par la suite avec l'authentificateur parce qu'en fait il peut tranquillement déchiffrer ça aussi et du coup si les usernames matchent encore une fois, sans problème on va être authentifié pour avoir accès au service. Tout simplement. Je pense que le tout simplement était un peu de trop. J'espère que ça aurait été assez clair pour vous. Donc voilà, Kerberos c'est très compliqué, j'espère que vous aurez compris suite au schéma et à l'explication que je vous ai donné. C'est pas forcément très facile à expliquer non plus. N'hésitez pas à vous renseigner aussi de votre côté parce que moi, Kerberos, j'ai un peu eu du mal à comprendre, j'ai dû faire mes recherches de mon côté, etc. Donc je sais pas si en une vidéo et justement une explication vous allez pouvoir comprendre, j'espère que c'est le cas. Sinon, voilà, faites votre petite recherche. Dans tous les cas, NTLM et Kerberos, ce ne sont pas les seuls moyens d'authentification. Je vais pas revenir sur tous les moyens d'authentification, j'aurais pu parler par exemple d'ADCS, mais ce sera sûrement le cas pour une prochaine vidéo. Donc NTLM, Kerberos, ce sont des protocoles, mais on n'a pas vu tous les protocoles sur un AD. Parlons-en un petit peu. Premièrement, on a vu LDAP, donc pour Lightweight Directory Access Protocol. C'est le protocole standard utilisé pour interagir avec les annuaires, y compris du coup Active Directory. Il permet de rechercher, de modifier, de supprimer des objets de l'annuaire. Il y a aussi une version chiffrée qu'on appelle LDAP-S. On a ensuite le DNS pour Domain Name Service. C'est le système de nom de domaine qui est vraiment essentiel dans un environnement AD, qui va permettre la résolution de noms
en adresse IP, notre DC détient le rôle de DNS, car si l'on crée un domaine par exemple patate.com, alors des requêtes à l'AD seront effectuées par les machines pour résoudre le nom de domaine et du coup avoir après l'IP pour aller directement interroger du coup le DC. On a aussi RPC pour Remote Procedure Call. Active Directory il utilise RPC pour la communication entre les clients et les contrôleurs de domaine. RPC il facilite l'accès aux services et aux données stockées dans l'annuaire. Enfin, on a SMB pour Server Message Block. C'est un protocole utilisé pour le partage de fichiers et d'imprimantes dans les réseaux Windows. Il est souvent utilisé pour l'accès aux ressources partagées. À noter que le protocole CIFS est une extension de SMB. Voilà, je donne l'info comme ça. Pour le moment, nous avons vu comment fonctionne un seul domaine avec un seul DC. Néanmoins, à mesure que les entreprises se développent, leur réseau se développe également. Et du coup, avoir un seul domaine ne suffit plus. On va donc en ajouter. On va voir ça tout de suite. C'est la dernière partie. Accrochez-vous. Premièrement, on va parler du principe de tri, ou arbre en français. Imaginez par exemple que nous avons une entreprise poète.com avec un domaine poète.com et que soudainement notre entreprise s'étende dans un nouveau pays. Le nouveau pays a des lois et réglementations différentes qui nous obligent du coup à mettre à jour nos GPO et à nous y conformer. De plus, on dispose désormais d'informaticiens dans les deux pays et chaque équipe informatique doit gérer les ressources qui correspondent à chaque pays sans interférer avec l'autre équipe. Bien sûr, on pourrait créer une structure d'OU donc assez complexe et utiliser des délégations pour y parvenir. Mais vas-y, franchement, c'est vraiment trop compliqué à gérer. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen un petit peu plus simple ? Eh bien sûr, c'est le cas. Active Directory prend en charge l'intégration de plusieurs domaines afin qu'on puisse partitionner notre réseau en unités pouvant être gérées indépendamment. Donc si nous avons deux domaines qui partagent le même espace de nom, poète.com dans notre exemple, ces domaines peuvent être joints dans un arbre. Si par exemple notre poète.com était divisé en deux sous-domaines pour les branches françaises et américaines, on pourrait créer une arborescence avec un domaine racine de poète.com et deux sous-domaines, appelés par exemple fr.poète.com et us.poète.com aussi, chacun du coup avec son Active Directory, ses ordinateurs, ses entités, ses users, etc. Du coup, cette structure partitionnée, je pense que vous en doutez, elle permet vraiment de mieux contrôler qui peut accéder à quoi dans le domaine. Les admins système français disposent de leur propre contrôleur de domaine, qui gèrent leurs propres ressources, et du coup, c'est beaucoup moins galère en fait pour gérer l'ensemble du domaine. À savoir que du coup, un nouveau groupe de sécurité doit être introduit lorsqu'on parle d'arbres et de forêts, c'est le groupe administrateur d'entreprise. Enfin, on va parler un petit peu des forêts, c'est assez logique maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les arbres. Les domaines du coup que nous gérons peuvent aussi du coup être configurés dans différents espaces de nom. Supposons du coup que l'entreprise du coup poète.com finisse par acquérir l'entreprise DingDong, donc dingdong.com. Lorsque les deux sociétés vont fusionner, on aura probablement des arborescences de domaines différentes pour chaque entreprise et chacune étant gérée par son propre service informatique. Du coup, on va pouvoir unir plusieurs arbres avec des espaces de noms différents. C'est ce qu'on appelle en fait tout simplement une forêt. Alors, une forêt, c'est pas si simple que ça. On a aussi des relations de confiance à mettre en place puisque avoir plusieurs domaines organisés en arbres et forêts permet d'avoir un joli petit réseau compartimenté. Mais à un moment donné, par exemple, un user de poète.fr pourrait avoir besoin d'accéder en fait à un fichier partagé sur l'un des serveurs DingDong Asia par exemple. Et donc c'est bien cool d'avoir plusieurs arbres avec une forêt, mais du coup c'est hyper compartimenté et c'est compliqué un petit peu d'avoir accès entre deux forêts. C'est pour ça qu'on a du coup des relations de confiance qui sont créées. On a plusieurs types de relations de confiance qui vont du coup nous permettre potentiellement à l'utilisateur du domaine poète.fr d'accéder aux ressources du domaine DingDong Asia. La relation de confiance la plus simple qui puisse être établie, c'est une relation de confiance à sens unique avec une approbation unidirectionnelle. Donc si domaine AAA trust domaine BBB, cela signifie qu'un user BBB peut être autorisé à accéder aux ressources AAA. Donc le sens de la relation de confiance est contraire à celui du sens d'accès. Je pense que vous l'aurez compris. Des relations de confiance bidirectionnelles peuvent aussi être établies pour permettre en fait aux deux domaines tout simplement d'autoriser mutuellement des users d'autres domaines. Par défaut, joindre plusieurs domaines sous une arborescence ou une forêt forme une relation de confiance bidirectionnelle. Il est aussi important de noter qu'avoir une relation d'approbation entre les domaines n'accorde pas automatiquement l'accès à toutes les ressources des autres domaines. On va faire en fait cela par rapport au GPO, au TACL, etc. Je pense que vous l'aurez compris. Et bien sûr, on peut aussi citer d'autres relations de confiance qui sont assez intéressantes à retenir. Donc on a le Parent-Child Trust, donc le trust par défaut créé avec un domaine parent et un domaine enfant. On a le External Trust, un trust quand on connecte en fait un domaine spécifique à une forêt non trust. On a le Realm, donc un trust quand on connecte un Active Directory à un domaine non Windows, parce qu'on peut aussi avoir un domaine Linux. Et enfin, on a le Shortcut, lorsque deux domaines au sein de la même forêt ont besoin de communiquer fréquemment, mais ne sont pas directement connectés, on peut optimiser leur communication
en créant une relation de confiance directe raccourcie. Voilà pour la vidéo sur l'Active Directory, je pense qu'elle aurait été très longue, j'ai dû galérer à la monter, je sais pas. Actuellement je suis en train de record, donc je pense que ça va être une petite galère pour tous les schémas et tout. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un peu plus sur l'Active Directory, ou vous aura permis de réviser un petit peu sur tout ça, parce qu'en vrai j'ai abordé les points principaux de l'AD, donc je pense que c'est plutôt cool. Gros remerciement bien sûr à Ryan le Cat, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter pour avoir relu le petit script. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Toutes les ressources bien sûr sont en description, hein. Je suis beaucoup inspiré du blog de Pixis comme je vous l'ai dit, parce qu'il est vraiment super qualitatif, et un petit peu à droite à gauche pour écrire cette vidéo. En tout cas, on se retrouvera sûrement pour une vidéo Hack the Box la prochaine fois, et je continue à avancer sur des autres petits projets pour les vidéos, voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, c'était François, à la prochaine, ciao ciao.